Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et donc, j'ai écouté ça et je me suis à moitié endormie et j'ai eu mes premières contractions. Magique. Et là, le soir, on avait rendez-vous avec... on devait faire un barbecue avec des amis. J'ai dit, il faut que je me blinde d'ocytocine. J'adore être en société. J'y vais. Donc, j'y suis allée. Malgré mes débuts de contraction, j'ai dit à mon ami, écoute... bon, j'ai des contractions. Alors, j'étais toute contente, enfin. Et mon conjoint, il se dit, oh, encore une de plus, encore un faux travail de plus, c'est bon. Voilà. Voilà. Il dit, oh, non, j'ai pas trop envie qu'elle vienne cette nuit. Pas là. Et voilà. Sauf qu'en fait, les contractions ne se sont pas arrêtées. Et c'était pas douloureux. C'était juste, je gérais. C'était cool, c'était bon, c'était bien. J'étais avec mon ami. Il y avait des amis à eux que je connaissais pas, mais genre, j'étais déjà dans mon truc. Je vocalisais pas encore, mais je soufflais mes contractions bien. Ma copine, elle m'avait donné. Ils ont leur table à manger, elle est en hauteur et moi, j'arrivais à la fin de la grossesse, impossible de me mettre sur la chaise haute. Du coup, j'étais avec mon ballon. Elle m'avait filé son ballon et du coup, je me balançais. Dès que j'avais une contraction, je me mettais dans ma bulle et j'adorais ça. C'était génial. Et voilà. Et à 22h30, j'ai dit à mon conjoint, bon là, ça va s'intensifier, faut qu'on y aille. Et je savais que dès qu'on allait être tous les deux, ça allait être intense. Arrivé dans la voiture, intense. J'ai commencé à avoir des contractions rapprochées. Alors, je n'ai jamais eu de contractions régulières. Alors ça, moi qui pensais qu'il fallait Pourtant, je me suis quand même informée. Alors, j'ai suivi la préparation. Donc, j'ai fait l'aptonomie. J'ai fait aussi... j'ai regardé le film Faut pas pousser. J'ai fait une préparation sur la gestion de la douleur avec Karine la sage-femme et la méthode Bonaparte. Elle fait un cours là-dessus. J'ai eu la formation pour les professionnels pour l'approche quantique de la naissance pour les pros.
Donc j'étais déjà pas mal informée. Mais je me doutais pas que je n'allais pas avoir de contractions régulières. Alors ça, complètement anarchique. Complètement. Donc bon, des fois, alors, je regardais pas l'heure, mais je me rendais compte que vraiment c'était des fois, j'en avais 2 d'affilée, après j'en avais pas pendant un moment, après ça revenait et tout. Et en fait, je me suis laissée porter par ça. Je me suis dit: «De toute façon, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est peut-être pas le travail, on verra». Bon, c'était intense. Ça m'a fait mal, vraiment. J'ai pas eu de j'ai pas eu, d'accouchement, orgasmique, pas du tout. Mais les contractions, je les gérais. Ah ça c'est vraiment, j'avais très, très mal pendant la contraction, mais après, pouf, tout était cool, zen, c'était bien. Donc en fait, je me disais: «Bah, cool» et je n'ai jamais, pendant une seule seconde, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la mater. J'ai eu aucun doute, mais aucun. Mon conjoint, heu, je lui avais dit: «Bon, à partir de 10 heures de travail actif, si rien ne se passe, bon, heu, je serais plutôt d'accord d'aller voir à la mater ce qui se passe ou d'appeler la sage-femme». Et mon travail, en fait, a duré très longtemps. Je pensais, moi, que j'allais avec 3 semaines de faux travail. Je pensais vraiment que ça allait être un accouchement, rapide et facile. Mais non, c'était une période, tout un chemin, quelque chose, voilà, il fallait que je lâche tout, quoi. Hem À un moment donné, je voulais que mon conjoint me fasse un TV, je sais pas pourquoi. Je lui ai dit: «J'aimerais que tu vois où j'en suis». Il me dit: «Mais hors de question». Je dis: «Bon d'accord». Alors j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. Mon conjoint, il m'a dit: «Mais hors de question, pas de TV. Non, je vais quand même pas te toucher pour ça». J'ai dit: «D'accord, OK, bon». Hem et tant mieux, je pense, parce que je sais pas à quel rythme je suis allée, en fait, et je me suis clairement laissée porter juste par, pas ces vagues, ces tsunamis. Hem et je me suis dit aussi que si j'avais été à la mater, j'aurais pris la péri, parce que clairement, les femmes qui accouchent à la mater sans péri sont plus que les warriors, sont encore plus fortes que les femmes qui accouchent seules chez elles, clairement. Heu, Parce que chez moi, j'avais mon ballon, chez moi, j'étais chez moi, j'avais mes toilettes. Alors les toilettes, j'y suis restée souvent très longtemps. C'est pas agréable d'être sur des toilettes, mais le fait que mes toilettes sont assez petites et en fait, je pouvais mettre mes 2 mains comme ça et mes 2 pieds pareil, et je repoussais les limites des toilettes quand j'avais les contractions. Je poussais les murs et mon conjoint m'a massé, pas toute la nuit, parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des moments de pause pour lui parce qu'il était fatigué et moi j'étais OK, je gérais. J'ai l'impression que pendant ces moments où lui dormait, moi j'ai eu des contractions moins intenses. J'ai eu ce souvenir-là en tout cas. J'étais complètement altérée, l'heure, je la voyais pas. Hem, j'ai écouté donc ces chants indiens là, oh, je pense au moins 3 heures, et après j'en ai eu marre, j'ai écouté d'autres chants, hem, que j'ai écoutés d'ailleurs, c'est la playlist que j'ai écoutée quand, la nuit magique, heu, avant la transfusion. Donc j'ai écouté cette playlist-là aussi.
Et c'était en fait une playlist que m'avait mis Jess, une énergéticienne, justement, quand elle m'a fait mes séances sur la guérison de l'utérus. Et c'était complètement clair pour moi qu'il fallait que ce soit cette playlist, donc je l'ai mise. Et après, j'en ai eu marre d'entendre de la musique. Ah là là, c'était trop fort, trop, voilà. Donc j'ai tout coupé. Et j'étais dans le silence total, je pense, à peu près vers 3 heures du matin. J'ai tout coupé. Et donc, j'alternais avec mon bain. Alors, ce bain-là, il a une histoire. On est en train de refaire notre maison. Et le bain-là, je l'avais choisi exprès pour mon enfantement. Alors que ça faisait, on l'a fait. On a fait la baignoire au mois de juin de l'année dernière, donc j'étais pas encore enceinte. Mais je savais qu'il me fallait une baignoire confort. Donc elle est très large. Mon conjoint aurait pu rentrer avec moi dedans, donc elle est vraiment grande. Et donc voilà, cette baignoire-là, ouais, et on l'a faite nous-mêmes en fait cette salle de bain et avec le frère de mon conjoint et c'était voilà, cette salle de bain, c'est là où elle est née. Et donc j'alternais entre le bain. À un moment donné, j'en avais marre d'être dans la flotte, donc je sortais, j'allais ailleurs et j'ai eu une période de quiétude. Alors j'ai l'impression que ça a duré longtemps, mais mon conjoint me dit pas si longtemps que ça, une demi-heure. Où j'ai pu enfin me coucher parce que je n'avais pas pu me coucher du tout de tout l'enfantement. Impossible. J'étais pas bien. Et ça a commencé à être intense pour moi au niveau fatigue parce que ça faisait depuis 18 heures que je contractais très fortement à partir de 22h30, mais voilà. Et que j'étais fatiguée. J'avais ma journée dans les pattes. Voilà, j'étais fatiguée. Et là, j'ai pu me coucher et je me suis mise dans une position très bizarre. Je me suis couchée dans le bureau, endroit, lit où on n'avait pas forcément pensé à ce que je me couche là parce qu'on avait mis un lit dans notre salon. Mais non, c'était pas dans le salon que je voulais être parce que je voulais être proche des toilettes. Et donc, du coup, je me suis couchée. Et là, j'ai mis ma jambe en l'air. J'étais couchée sur le côté, la jambe en l'air, et ma jambe était reposée sur le mur. Quand j'avais une contraction, je poussais le mur avec ma jambe. Et c'était des contractions assez douces. Donc, une période de quiétude où sûrement elle a dû descendre à ce moment-là, où j'ai pu en fait dormir entre les contractions, chose que je n'avais pas fait de tout l'enfantement. Et là, à un moment donné, la lumière était déjà bien vive, donc c'était déjà le matin. Mon conjoint, il m'a dit, et juste avant, je sais pas, je pense, avant que la lumière arrive, il m'a dit, oh, mais on va quand même pas voir le jour. Je dis, si, elle sera toujours pas là. Et parce que en fait, pendant tout l'accouchement, vu que c'était anarchique, les contractions, je ne savais pas du tout où j'en étais, ce qui se passait. Mais je n'étais pas du tout inquiète sur ça. Je faisais à chaque contraction, une contraction, quoi. Voilà. Et à un moment donné, une contraction un peu plus douloureuse, je pense juste à la fin de ma période de quiétude. Et là, je dis, oh, j'en ai marre, il faut que j'accouche. Et là, je me suis levée. Alors, pendant cette période de quiétude aussi, j'ai eu des contractions et je me mobilisais un peu et je me suis mise aussi un peu à quatre pattes et mon conjoint. Alors, je ne pensais pas du tout, mais il faisait que de me dire, elle arrive, c'est génial ce que tu fais, elle est là. Et je lui disais, mais elle n'est pas là du tout. Je la sentais pas du tout. Elle n'est pas là. Alors, je touchais ma vulve
et je sentais qu'il n'y avait rien. J'ai dit, mais elle n'est pas là du tout. Et en fait, il m'a dit plus tard qu'il était tellement désespéré que c'était les seuls mots qui lui venaient. Et moi, eh ben, c'est les mots qui m'ont motivée en me disant oh, ah, elle est là, c'est génial, ça avance, alors qu'en fait, ça avançait sûrement, mais elle n'était pas là, quoi. Et à un moment donné, voilà, j'ai dit bon, j'en ai marre, faut que j'accouche, c'est fini là, ça va. Et je me souviens pour ma fille Blanche, donc je ne l'ai pas raconté son enfantement, mais j'ai été déclenchée sous péri. C'était plutôt OK pour voilà, j'ai vécu un bel accouchement accompagné par des sages-femmes gentilles qui m'ont respectée, qui étaient adorables. Donc voilà, je ne l'ai pas trop mal vécu, mais je ne voulais pas revivre un accouchement sous péri, quoi. Et je me souviens très bien, Blanche, j'ai mis longtemps, j'ai poussé pendant 45 minutes. Mais en fait, les premières poussées, allez, on va dire que quand je me suis décidée à ce qu'elle vienne, elle est venue en quelques minutes. En fait, j'ai poussé parce que la sage-femme m'avait dit de pousser, mais bon, j'avais pas envie qu'elle sorte maintenant, quoi. Et pour Jeanne, c'est pareil. À un moment donné, j'ai dit bon, maintenant, allez, elle sort. Hein, c'est fini la rigolade, là. Donc, du coup, je suis allée dans les toilettes. Et dans les toilettes, je me suis sentie pas bien. J'ai dit, ah non, c'est pas là qu'il faut que je sois. J'ai trop mal, là. Ça fait mal, là. Vraiment, ça commence à être dur. Alors, pendant quasi toutes les contractions, sauf celles un peu plus soft, parce que j'ai eu des contractions plus soft pendant mes contractions difficiles, mais j'ai hurlé, mais vraiment hurlé. J'ai crié, j'ai eu très mal à la mâchoire après, je suis allée chez l'ostéo parce que j'avais vraiment très très mal. J'ai hurlé et mon conjoint, il me dit oh, non, ça m'a pas fait peur. Je lui ai dit mais t'as eu peur parce que j'ai vraiment trop crié. Non. Ça m'a pas fait peur. Il m'a dit une femme, si elle a besoin de s'exprimer, c'est qu'elle devait s'exprimer. Donc tu t'es exprimée, voilà. Il m'a dit bon, j'aurais préféré avoir des bouchons d'oreilles, mais parce que voilà, j'ai hurlé, j'ai mal, je vais mourir, ça va mal se passer. Mais je savais très bien que ça se passerait bien, mais en fait, j'avais besoin de le dire que j'allais mourir et que ça allait mal se passer. Mais pour moi, pas pour mon bébé. Donc voilà, et je suis allée aux toilettes, mon conjoint dormait à moitié après toutes ces phrases de « elle est là, ça va aller », alors que non. Et je suis allée dans le bain. Et là, j'ai eu sûrement plusieurs contractions, mais je ne me souviens pas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans le bain. Et là, j'ai entendu plop. Ça y est, je perdais les os. Là, je me suis dit, bon, c'est bon. Soit ça commence seulement, soit elle arrive. Et en fait, elle arrivait. Hein. Et là, j'ai dit à Quentin, viens, j'ai perdu les os, viens maintenant, c'est trop intense là, ça fait trop mal. Et donc, il est venu, alors comme ça, hein, je débarque. Et là, il avait, quand il a vu que je perdais les os, il a pris tout son petit set là d'accouchement pour se rassurer. Très drôle. L'anecdote, c'est que j'avais acheté des gants bleus au cas où il y ait la sage-femme qui doit venir et qu'elle ait besoin de mettre des gants et tout. Et donc, il a mis un gant, mais pas l'autre. Il a mis un gant. Un gant. Il avait un gant. J'ai dit, mais t'as qu'un seul gant? Bon, bref. C'était marrant. Un papa qui va devenir papa, en fait. Très drôle, quoi. Un peu. Voilà. C'était mignon. Et là, les contractions étaient intenses et je me suis mis à quatre pattes. Et là, j'ai hurlé vraiment fort. J'ai senti le cercle de feu. J'ai mis ma main sur ma vulve et là, j'ai senti
voilà, un tout petit, voilà, une petite tête, mais juste qui arrivait, quoi. Oh, et j'ai eu tellement mal. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai eu vraiment tellement mal. Et, euh, et là, j'ai mis ma main et je lui ai dit, ne sors pas, pas maintenant, ne sors pas, ça fait trop mal. Laisse-moi du temps, laisse-moi souffler 2 minutes là, ça fait trop mal. Et en fait, c'était vraiment intense à quatre pattes dans ma baignoire. Et du coup, je me suis mis complètement couchée dans ma baignoire, un peu je flottais dans l'eau. Parce que, bah, à force de rajouter de l'eau chaude, la baignoire, elle était vraiment très, 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 très pleine. Et là, je me suis mise à flotter et mon conjoint il m'a dit, si, elle doit sortir là. Elle est là, elle doit sortir. Et donc, j'ai flotté, alors une position, mais pas du tout physiologique. J'ai flotté les jambes totalement droites et elle est sortie comme ça. Elle est sortie comme ça. Euh, j'ai senti, alors, je sais pas si j'ai senti une tête qui, en fait, j'ai senti le cercle de feu et après, j'ai juste senti qu'elle se retournait. Dans mon ventre, ça a fait tchouk, un petit, un petit tour et elle est sortie. Je n'ai pas du tout poussé. C'était que des poussées réflexes. C'est mon corps qui poussait. Voilà. Parce que justement, je voulais pas qu'elle sorte parce que ça me faisait trop mal. C'est mon corps qui a fait et c'est ce que je voulais vraiment. Que ce soit mon corps qui décide et que ce soit ma fille qui décide quand elle voulait arriver. Et donc, voilà, elle est sortie. Alors, je ne sais pas si sa tête était bien positionnée ou pas. On ne sait rien. En fait, c'est une naissance mystérieuse. On ne sait pas euh, comment elle s'est présentée. Bon, la tête en premier, ça c'est sûr, mais après, le reste. Et mon conjoint, je lui ai demandé hier, je lui ai dit, mais tu pourrais me dire peut-être pour mon podcast, est-ce que tu sais peut-être toi si il dit bah en fait l'eau était trouble parce que tu avais perdu les os. Donc bah non, j'ai pas vu et on s'en fout. J'ai dit oui, c'est vrai, on s'en fout. Et donc elle est sortie, elle est remontée à la surface, elle a flotté et il l'a récupérée juste quand elle est remontée à la surface et il me l'a donnée quoi. Et elle a beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je l'ai accompagnée. Je lui ai dit que ça allait, qu'on était là, qu'elle était là, que tout allait bien, qu'on l'accueillait, qu'on était heureux. Voilà. Euh, son prénom, on l'avait donné bien avant sa naissance. On l'a donné, bah, on a su que c'était une fille rapidement. Mon conjoint avait besoin de savoir. Alors, ben, on a su, avec toutes les échos qu'on a fait, de toute façon, on l'aurait vu. Voilà, même si on ne veut pas voir, je pense qu'on l'aurait vu, nous. Et, euh, et en fait, il voulait l'appeler Jeanne. Alors lui, parce qu'il trouve le prénom, il est très cartésien. Il trouve le prénom très joli, et donc voilà. Et moi, en fait, je me suis dit Jeanne. Alors moi, je viens de Lorraine. Jeanne, il y a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une guerrière. Jeanne d'Arc, c'est une jeune femme. Et c'est une sorcière brûlée sur son bûcher. Et je me suis dit, en fait, ma fille, elle est magique. Et oui, c'est Jeanne. Voilà. C'est une guerrière. C'est c'est une femme qui va encore accompagner les autres femmes comme moi je le fais. Elle doit être là, elle est là et elle est pleinement là. C'est un bébé pleinement là, très présente.
J'ose pas forcément le dire, Jeanne la sorcière, parce que ça peut être un peu pris, bon, voilà. Mais moi, je sens que c'est ça, quoi. Elle est magique. Et c'est son prénom, quoi. Et en fait, je l'ai senti, ouais, quand j'ai fait une séance avec mon amie énergéticienne, j'ai senti que oui, c'était ma petite sorcière à moi, quoi. Et je trouve que ouais, ces femmes qui ont été brûlées pour défendre d'autres femmes, ben, en fait, c'était juste que ce soit ça, quoi. Alors que peut-être qu'on nous a parlé de religion avec cette Jeanne d'Arc, de voix, de machin, de tout, mais en attendant, elle est restée sur ses positions et elle était forte et voilà, quoi. C'est comme ça que je la voyais et c'est Jeanne. Euh, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi eu un accompagnement avec, avec mon amie avec qui on a fait le fameux barbecue. Elle est hypnothérapeute et j'ai eu un accompagnement en hypnonatal. Elle m'avait, j'étais dans, elle me proposait un lieu ressource pour me sentir bien. Alors ce lieu ressource, pendant l'accouchement, j'ai pas, j'ai pas senti d'y aller, quoi. C'était pas, voilà, c'était dans une forêt, mais j'y suis pas allée. Mais par contre, elle m'avait ancrée avec une odeur. Moi, c'est l'odeur de la cannelle. C'est l'odeur de mon enfance, d'Alsace, de Lorraine, de Noël, voilà. Et c'était la cannelle. Et pendant la grossesse, c'était la cannelle. J'en mangeais, mais j'en mettais partout. C'est un peu, voilà. Et en fait, je n'ai pas du tout pensé à la cannelle pendant l'enfantement. C'est mon conjoint qui m'a ramené un pot de cannelle et j'ai sniffé de la cannelle pendant les contractions. Il avait le pot, alors je ne sais pas pourquoi lui il y a pensé, bon, comment ça s'est fait, mais bon, bref, il m'a donné le pot de cannelle et dès qu'il voyait que mes contractions étaient intenses, il me le mettait sous le nez, il me disait, tu veux cannelle? Je dis oui, parce que bon, faut savoir, quand on accouche, quand c'est intense, les phrases, il n'y a pas de phrases, hein, c'est des mots ou des cris ou des grognements, ou voilà. Et donc, il me demandait et je dis oui, il me mettait le pot et j'étais là. Voilà, je sniffais de la cannelle et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'arrivais à passer les contractions rien qu'avec cette odeur. Donc, cet accompagnement qu'elle m'a offert, ça m'a aidé pour passer les contractions et c'était du coup super chouette. Avec les méthodes d'antidouleur, c'était mon conjoint qui m'appuyait fort en bas de mon dos parce que j'ai senti toutes mes contractions dans mon dos et la cannelle. Voilà. Et pour la naissance du placenta? Ah, la naissance du placenta. Donc, Jeanne a beaucoup, beaucoup pleuré et du coup, j'ai tout de suite mise au sein et je savais qu'il fallait vraiment que j'ai un fort pic d'ocytocine pour déclencher la naissance du placenta parce que c'était à la limite peut-être ma seule peur, c'est que le placenta naisse pas tout de suite et que je fasse une hémorragie. Mais c'était une peur, c'était pas si peur que ça, quoi. J'étais OK avec ça, comme j'étais OK que mon enfant naisse sans vie, parce que je pense que quand on fait une naissance
à la maison, seule, il faut y avoir, pour moi, il faut y penser en se disant, ben, c'est peut-être probable. Comme normalement, on devrait y penser à l'hôpital, mais vu qu'à l'hôpital, on voue son corps à la science, ben, c'est les autres qui gèrent, et puis voilà, c'est pas de notre faute si notre bébé décède, entre guillemets. Là, je suis pleinement moi, je suis pleinement consciente de ce que je fais, et si c'est comme ça que ça se passe, alors, je ne l'envisageais pas, mais je me disais que si ça devait se passer comme ça se passait comme ça. Et surtout, je me suis dit qu'en fait, ça ne se passerait pas comme ça, parce que ma fille, elle s'est battue pour vivre. À 17 semaines d'aménorrhée, qu'est-ce qu'elle va décéder le jour de sa naissance? Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas faire ça. C'est trop, c'est une guerrière, c'est pas possible. Et donc le placenta, alors moi je pensais qu'il était sorti 5 minutes après la naissance. Mon conjoint m'a dit 20 minutes. Alors j'ai pas, lui il a regardé l'heure, moi je n'ai pas eu du tout d'horloge de tout l'enfantement, donc je sais pas trop. Mais voilà, pour lui c'est ça. Comme j'ai perdu les os environ 30 minutes avant l'accouchement, alors pour moi, c'était 5 minutes aussi. Vraiment, pour moi, j'avais tout enchaîné, quoi. Voilà. Et donc, le placenta, en fait, donc je l'ai mise au sein parce qu'elle pleurait beaucoup et elle a tout de suite tété. Très bien. Donc, je me suis dit, oh, super. Mais je la berçais dans l'eau, j'essayais vraiment parce que vraiment c'était dur pour elle. Je pense que la naissance a été intense. Et je pense que voilà, elle est venue tard aussi parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin de prendre toutes les forces possibles pour pouvoir sortir. Je vous ai pas dit, mais j'ai accouché à 9h. Donc j'ai eu je ne sais pas combien d'heures de travail, mais toute la nuit et un peu plus même, toute la soirée, toute la nuit. Donc c'était long. Pour un deuxième, moi qui pensais accoucher en 2 heures, pas du tout. Et donc le placenta, au départ, je sens j'ai eu des contractions un peu douloureuses. Alors j'ai dit à mon conjoint, prends-la là parce que là ça fait mal. J'ai tiré alors très légèrement sur le cordon parce que je me suis dit peut-être qu'il est là en fait et que voilà, il y a juste besoin d'un tout petit peu d'aide pour qu'il sorte. Et non, il sortait pas, donc je me suis dit ok, tranquille, ça va aller. J'ai dit à mon conjoint prends Jeanne parce que là, les contractions elles font mal et j'ai peur de la faire tomber au vu de la douleur que j'avais en fait. Et alors là, je sors un truc, la taille de ma main, et c'est pas le placenta. Et je me dis, mince, j'y avais jamais entendu des récits où on parle, parce que je me suis nourrie beaucoup de podcasts et de récits, et j'avais jamais entendu qu'on pouvait perdre des caillots de la taille d'une main. Vraiment, le caillot faisait la taille de ma main, et j'ai dit à mon conjoint, j'étais complètement altérée, hein. Oh là là, le placenta, il est en 2 morceaux. Alors qu'en fait, c'est un caillot, mais c'était un truc rouge, gros, très gros. Alors, je l'ai mis comme ça, pouf, dans le bol où on devait mettre le placenta. Et après, le placenta est né juste après. Et j'ai dit à mon conjoint, franchement, là, et je ressortais encore d'autres caillots. Moins gros, mais quand même une petite main, comme ça. Et j'ai dit, appelle la sage-femme. Je le sens pas, là. Le placenta, il n'est pas complet. Je le sens pas, appelle la sage-femme. Et donc, en fait, il a appelé la sage-femme tout de suite. Alors, c'était un jour férié. Donc, il a appelé nos 2 sages-femmes. Elles étaient OK pour venir après la naissance en postnatal immédiat. Je sentais qu'il n'y avait pas besoin d'appeler le 15.
Mais la sage-femme pour me rassurer, quoi. Et donc, le placenta est né. La petite était reliée à son placenta. Du coup, à ce moment-là, je suis sortie du bain quand le placenta est né. Je suis sortie du bain et on s'est installé dans le lit qu'on avait mis dans le salon. Parce qu'il y avait le poêle, il faisait chaud, on était bien. On avait mis plein de serviettes et tout. Et donc là, Jeanne est restée reliée à son placenta et elle était contre moi et voilà. Et la sage-femme m'a dit bon, est-ce que ça coule comme un robinet, voilà. Est-ce que le sang coule comme un robinet ouvert? Et j'avais pas l'impression. J'ai dit non, je pense pas. Elle m'a dit bon bah ok. Est-ce que vous voulez que je vienne? Je lui ai dit oui, oui, oui. J'ai besoin d'être rassurée là pour ça. J'ai peur de faire une hémorragie. Et du coup, elle est venue 1 heure après, à peu près. Elle est venue 1 heure après et, elle me dit mais non, c'est des cailloux. Je dis ah bah oui alors, tout va bien. Je dis mais ils sont un peu gros quand même. J'ai quand même perdu, sachant que j'avais une anémie de base. Je me suis dit ouh là 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 là, ça craint quand même. Et, et voilà, elle m'a dit non, votre placenta il est complet, tout va bien. Votre puce, elle va bien. Elle était reliée toujours à son placenta. Et, en fait, on a coupé le cordon vers 18h. Donc, ça faisait 9 heures qu'elle était reliée à son placenta. Et pour nous, c'était OK de couper là. Parce que voilà, c'était comme ça. Et voilà, alors j'ai pas fait de rituel. Je pensais faire un petit rituel quand j'allais couper le cordon et tout. Mais non. Je lui ai simplement dit, voilà, ça y est, je pense que tu es prête là. Ton cordon, il est tout blanc. On est là, on est auprès de toi. Tout va bien. Je vais couper ton cordon. Mon conjoint ne voulait pas couper. Il m'a dit, je pense que c'est ton rôle de le faire. J'ai dit, ouais, je pense aussi, allez. Donc, je vais couper ton cordon et moi, je savais que j'allais le faire en pleine conscience aussi. Donc, du coup, j'ai coupé le cordon et puis, ben voilà. Après, s'en est suivi tout le post-natal où je suis restée couchée quand même pas mal. Euh, et voilà. C'était doux. Quand tu regardes toute cette aventure-là, parce qu'on a dit qu'on verrait à la fin du podcast comment tu souhaiterais nommer cette aventure. Est-ce que là, il y a un mot qui te vient? Moi, j'ai le mot guerrière qui me vient en fait, mais j'arrive pas à te faire une phrase, quoi. Est-ce que ça te convient si j'appelle cet épisode guerrière? Clairement, oui. Il n'y a pas de phrase, mais guerrière, c'est bien. C'est bien, c'est ce que je pense. Alors, je suis peut-être une guerrière des temps modernes. Voilà. Ouais, je pense que je suis peut-être une guerrière des temps modernes. Et pourtant, ah bah dis donc, t'accouches comme les femmes d'il y a 100 ans, tu reviens en arrière. Non, non, je vais juste en avant. Et je redonne cette, je sais pas, en faisant cet enfantement, je me dis que mes filles sauront que c'est possible. Et, et ça, pour moi, depuis que je suis maman, mes décisions, mes choix, c'est, c'est ça qui me vient. C'est euh, les choix que je fais, peut-être qu'ils sont pas dans la norme, mais au moins mes filles,
seront au courant que ça peut se faire, qu'on n'est pas obligé d'être dans la norme et que même si on paraît dans la norme avec mon métier, ma maison, ben, on peut ne pas l'être à l'intérieur de soi et d'être libre malgré la société qui nous entoure, d'être libre soi en fait. Et je me dis que mes filles, pour moi, c'est le cadeau que je veux leur offrir pour leur vie. Alors, c'est pas forcément évident, je pense, d'accompagner des enfants qui sont conscients de ça. C'est plus intense. Mais je me dis que plus tard, ça sera un cadeau pour elles. Et d'ailleurs, ma grande m'a dit, mais maman, toi, tu m'as pas offert cette naissance, c'est pas normal. Bah oui, mais maman, elle n'était pas encore dans ça. Pourtant, pendant la grossesse de Blanche, j'avais demandé à ma sage-femme, ah, est-ce que vous faites des accouchements à domicile du haut de mes 24 ans? Je dis du haut de mes 24 ans, alors à 24 ans, on peut être très mature et être voilà, déjà bien avancé dans ce cheminement-là. Moi, je ne l'étais pas du tout, en fait. Même dans la parentalité, bon, les choses nature que je faisais, c'est d'allaiter mon bébé, je pense, et de la porter. Nature, entre guillemets. Je mets des guillemets, mais oui, les choses primitives, voilà, les choses primitives, c'est ça. Je portais mon bébé et je l'allaitais. Mais oui, bah non, je t'ai pas offert ça, mais je t'offre, j'ai offert le fait qu'elle sache que c'est possible déjà. Et d'ailleurs, j'avais demandé à une doula d'être présente. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit message parce que ben, les doulas, théoriquement, c'est compliqué d'être présent quand, en tout cas, la plupart des doulas que j'avais contactées ne voulaient pas être présentes parce que c'était pas un accouchement accompagné à domicile avec une sage-femme. Et en fait, la doula que j'ai trouvée, je lui ai dit, mais tu sais, mon conjoint, il est médecin. Alors, c'est un professionnel de santé. Alors, ça passe. Et je pense que ça nous a aidés d'être professionnels de santé parce que ça passe, ça fait un peu, ça fait accouchement non assisté, mais quand on a fait la déclaration à la mairie, le maire, ah bah oui, votre conjoint, il vous a accouché. Oui, monsieur, c'est non. J'ai dit non, non, il était là, oui, c'est moi qui ai accouché. Hein. Donc, je pense que voilà, dans l'inconscient collectif, entre guillemets, vu qu'il y avait mon conjoint qui était médecin, qui était encore, mais tellement pas informé par rapport à moi. Il avait vu il avait vu le film Faut pas pousser, il avait vu quelques épisodes de Karine la sage-femme, mais bon. Pour lui, il faisait confiance à mon corps, ça, il m'a un peu délégué ça, quoi, clairement. Bon. Et oui, pour ma fille, ben voilà, je lui ai dit, ben oui, c'est vrai, je t'ai pas offert ça, mais j'étais pas dans ça à ce moment-là, et voilà. Jeanne, elle a plus de chance peut-être sur ça. C'est une autre histoire. Cette croyance, tu sais que quand on vient dans cette vie, les événements qui nous viennent sont là pour qu'on upgrade. Donc, elle a eu ce vécu-là et elle est témoin aujourd'hui
que tu lui ouvres le champ des possibles dans tes choix qui sont différents de la norme et qui sont en même temps pleinement légitimes puisque ce sont les tiens. Et elle est témoin aussi de cette force à travers l'intensité de la vie que l'on peut poster, que l'on peut vibrer, que l'on peut être soutenu par une communauté, que ce soit le village dont tu parlais au début ou qui est venu pendant cette nuit magique. Elle sera forcément riche de tout ça. En tout cas, c'est ma croyance. Oui, c'est vrai. Après, elle s'est... Bichette, du haut de ses 10 ans, elle était pour elle... Je lui ai tellement dit que c'était la norme et que c'était normal d'accoucher à la maison, qu'à l'école, elle le disait à tout le monde. Et alors, il y a des adultes qui lui ont renvoyé dans la figure que c'était dangereux. Mais elle, en fait, elle avait complètement confiance en mon corps et en ce que voilà. Pour elle, maintenant, quand elle voit des femmes enceintes, elle en a vu 2 ou 3 depuis que je suis enceinte. Et c'était bon. Alors, du coup, toi, tu accouches à la maison ou à l'hôpital? Et en fait, je me dis déjà de demander ça, c'est super. Qu'un enfant demande que la mère ait le choix en fait de son enfantement. Alors la plupart, c'est à l'hôpital. Quelle histoire, quelle idée. mais pour elle, c'était normal et que j'accouche à la maison. Mais en fait, je pense que j'étais tellement convaincue que ça devait se passer comme ça qu'elle l'avait intégré, quoi. Et donc, oui, je parlais de la doula. Oui, je t'ai parlé de la doula et je crois que j'ai pas terminé, mais la doula, je l'avais donc prise pour que elle s'occupe de Blanche si Blanche était là pour l'enfantement. Moi, je voulais pas que la doula s'occupe de moi. De toute façon, elle n'était pas OK avec ça parce que c'était pas un accouchement accompagné à domicile. Donc voilà. Et moi, je lui ai dit oui, bah non, moi, j'ai pas envie que bien entendu, tu t'occupes de ma sécurité, justement parce que tu t'occupes de ma fille et que voilà. Et en fait, bon, ma fille n'était pas là parce que c'était le long week-end férié et que bah moi, vu que je marchais quasiment plus et que j'étais fatiguée, bah je l'ai redonnée à mes beaux-parents qui se sont occupés d'elle et voilà, j'ai accouché le lendemain. Et donc ma doula, bah, finalement, elle m'a accompagnée par les pensées, par des petits messages, par les entretiens qu'on avait eus avant pour qu'elle puisse connaître Blanche. Mais on a fait ça vraiment tous les deux et la doula n'était pas présente et voilà, on était à 2. Et je pense que c'est bien parce que je pense que ma fille aurait eu peur de mes cris. Parce qu'elle est, voilà, elle est sensible. Je pense que ça aurait été difficile pour elle d'entendre les cris. Et je pense que je n'aurais pas pu vocaliser comme ça. Je pense qu'il y a des âges, à mon avis, qui peuvent être plus faciles que d'autres dans mon sentiment intérieur, hein. Qui peuvent être. Elle a déjà toute cette conscience, son cerveau, il est déjà, voilà, elle a des choses déjà ancrées en elle et je pense que ces cris-là auraient été difficiles à entendre. Donc c'était OK qu'elle soit pas là et c'était génial. Bah, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps
d'être allée partout dans cette aventure. C'est émotionnellement, j'ai revécu plein de choses à distance. Mmh. Je te remercie vraiment d'avoir ouvert ton cœur et tes bras comme ça. Est-ce que il y a un petit mot que tu aimerais dire avant que l'on termine? Alors, ça résonne, le ouvert ton cœur et tes bras, parce que je suis quelqu'un je suis entière et je donne tout. Je donne tout pleinement parce que je me dis qu'il faut vivre pleinement les choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: «Oh, il faut se protéger pour pas souffrir», et moi, à chaque fois, j'y vais, tête baissée, pleinement. Allez, on vit les choses à fond, et hem et ouais, c'est ça, je suis ul je pense, j'ai la qualité d'être très généreuse et de vouloir donner et de transmettre, et hem et ouais, je vis pleinement, et alors cet enfantement m'a permis de vivre vraiment, intensément, pleinement les choses. Heu et je suis déçue parce que, j'aurais tellement voulu, me souvenir de toute cette nuit. Mais il y a plein de choses que je pense mon cerveau était tellement altéré, loin, que je me souviens pas finalement. Bon, je me souviens de certaines choses, mais je pense que oui, les choses, cartésiennes, de comment ça s'est passé, non, j'étais au-delà de ça, et je suis déçue je me dis: «Mince, j'aurais peut-être dû tout filmer parce que peut-être que j'ai pas encore vécu assez intensément le truc, alors que si pourtant». Mais je me dis: «Mince, je me souviens plus finalement de toute cette intensité». J'ai fait alors, quelque chose que la société pourrait penser d'incroyable, de waouh, waouh Adeline, mais tu es super forte, comment tu as réussi à faire ça et tout. Mais pour moi, mais c'était tellement normal, tellement s en fait, j'étais juste en train de vivre ce que je vivais, et vu que j'aime vivre intensément les choses, j'ai l'impression de pas avoir vécu assez intensément, alors que pourtant je pense que si, mais je pense que c'est juste le souvenir, voilà, qui était, qui est là, ben, ça fait un mois, et pour moi, en fait, c'était juste normal. Voilà, et je souhaite du plus profond de mon cœur à tous les bébés qui veulent venir comme ça au monde, qui viennent comme ça. De c'est on leur offre tellement une telle chance, heu et heu et ça se fait, ça se fait. C'est intense, mais ça se fait. C'est juste la vie, ça se fait. Voilà. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Charlotte. C'est un plaisir pour moi de pouvoir raconter ça. Il m'a manqué, des récits, de témoignages sur la grossophobie. Il m'a manqué, des récits de témoignages sur le parvovirus. J'ai juste lu des études, c'est tout. Il y a même dans des podcasts un peu plus, conventionnels, il y avait pas le parvovirus.
j'ai cherché. Donc, je suis contente de pouvoir transmettre ces informations-là et d'alerter les femmes que si elles voient que leurs autres enfants ont ces symptômes-là, qu'il faut absolument consulter. Parce que le bébé, il peut peut-être ne rien avoir parce que vraiment, Jeanne, c'était vraiment une malchance infime que ça lui arrive. C'est l'ordre de quelques pourcents, hein, 1 ou 2% d'enfants atteints gravement. Donc, c'est très peu. Mais le parvovirus, ça peut passer facilement, mais quand l'enfant est atteint, c'est très grave. Voilà. Mais il faut savoir, et moi, j'aurais voulu savoir que c'était vraiment un infime pourcentage. Et surtout, et que elle est en vie et elle a aucune séquelle et tout va bien. Donc voilà pourquoi je témoigne aussi. Merci. Je mettrai des hashtags, tu sais, pour qu'on trouve parvovirus, grossophobie, grossesse. Enfin, je ferai en sorte que... Ou un petit bobo. Ouais, mais des hashtags. Plein de hashtags. Ouais. Liberté. Ce que j'ai fait là, par exemple, pour le dernier là, qui vient de sortir, c'était avec Camille. Et elle voulait absolument, pareil, que ce soit trouvable qu'elle a enfanté librement à 35 semaines. Ouais. Donc pareil, 35 SA, bébé prématuré, enfin, j'y suis allée en termes de hashtag parce que faut que ce soit trouvable, quoi. Et même peut-être par ma gynéco qui pense que j'ai accouché, parce que ma sage-femme lui a quand même fait un retour en disant elle a accouché très rapidement à la maison et c'est pour ça, tout allait bien, donc elle n'est pas venue. J'ai pas vraiment accouché rapidement, non. Et surtout, c'était prévu. Voilà. Bon, je pense qu'elle s'en doute que c'était prévu. Mais bon, voilà. C'est pas dit. Elle a fait un retour à ta sage-femme ou pas? Non. Non, pas de message. Pas de message. Ouais. Bon, peut-être qu'elle l'a fait un... En tout cas, ma sage-femme m'a rien dit. Je pense qu'elle m'aurait dit s'il y avait eu un retour. Et j'ai eu aussi peur qu'on m'enlève Jeanne, mais ça, voilà, je pense que c'est vraiment PMI dépendante. Je pense clairement que c'est personnel dépendant. Parce que moi, je suis allée chercher mon carnet de santé à la PMI comme si j'allais acheter une baguette. On m'a dit, vous êtes votre bébé. Je lui ai dit, je viens chercher un carnet de santé, mon bébé né à la maison. D'accord. Et elle m'a donné mon carnet et je suis partie, quoi. Donc, voilà. Elle ne m'a même pas demandé mon nom, mon prénom, rien du tout. Donc, c'est vraiment, je pense, voilà, personnel dépendant. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Adeline. Merci à toi aussi, Jeanne. Et je vous envoie plein de choses doudou. Merci vraiment beaucoup. Avec plaisir. C'était magnifique. Et merci aussi pour la confiance que tu avais à me partager aussi toutes tes périodes de vie pendant la grossesse. C'est de te voir en fait aller vers ce qui t'était juste. J'ai trouvé ça bouleversant. Donc merci de t'être offert d'aller vers ta lumière et à travers toutes les intensités. Merci beaucoup. Parce que je suis persuadée, quand tu vas vers toi, tu fais grandir l'humanité. Et avec les dernières nouvelles qu'on a eues, tu vois, qui sont tombées ce matin, il y en a tellement besoin. Ouais, merci beaucoup. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire.
pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.